Bonjour. Good morning, everyone. It's always a pleasure to be in France. Let me start with an anecdote. Je vais commencer par une anecdote. Je pense qu'il peut être très utile pour notre conversation ici en France. Ce sera tout à fait instructif pour vous. Quand Angela Merkel est devenue chancelière en Allemagne, elle m'a demandé de venir à Berlin. Quelques semaines après la mise en place de son nouveau gouvernement, parce qu'elle voudrait traiter de la question comment est-ce que l'on peut faire passer l'économie allemande en croissance au XXIe siècle. Et quand je suis allée à Berlin, j'ai dit comment est-ce qu'on peut faire croître l'économie de l'Allemagne, de l'Europe, de la mondialisation, alors que nous sommes aux dernières étapes de l'économie. Je venais de passer 15 jours en Chine, je suis revenue hier soir de Pékin, et on voit le même problème en Chine, en Europe, en Amérique, c'est-à-dire la deuxième révolution industrielle du XXe siècle. Eh bien, nous en sommes au couchant, c'est terminé. Ce sont de vieilles énergies qui coûtent trop cher. Les prix sont volatiles sur les marchés continentaux, les marchés mondiaux et les technologies à partir de ces énergies, comme l'électrification centralisée, la combustion interne, ce sont des économies, des technologies périmées. Et maintenant, la deuxième révolution industrielle démarre et il y a plus de chômage, moins de productivité, moins d'opportunités, avec une jeune génération qui nous demande si leur avenir sera aussi prometteur que celui de leurs parents. Cette crise économique mondiale se complique par une crise de plus, c'est la crise de l'espèce. On a craché du CO2 dans l'atmosphère depuis le début, la première révolution industrielle, 19e, 20e siècle, deuxième révolution industrielle, et on a tellement de CO2 dans l'atmosphère que nous sommes véritablement dans un changement climatique qui a un impact sur nos systèmes agricoles, nos infrastructures et met en péril la capacité de nos espèces à survivre sur cette planète dans les années à venir. Alors, quoi faire ? On a besoin d'une nouvelle vision économique pour ce monde, mais une vision forte. Il faut un plan, une feuille de route qui puisse être mise en pratique et qui puisse agir aussi rapidement dans les pays très industrialisés que les pays émergents. Et ici, je suis là pour vous dire qu'on ne doit pas être propre ou faible carbone, on doit être sans carbone. Dans les 30 années à venir, il faut qu'on se libère du carbone. Il faut trouver d'autres engrais, d'autres pesticides, d'autres fibres synthétiques, d'autres manières de transporter. Il faut qu'il n'y ait plus d'énergie fossile, carbone, qui produisent du carbone maintenant. Terminé, à cause des changements climatiques, parce que notre espèce est en danger, y compris les personnes qui vivent sur cette planète avec nous. Et donc, comment est-ce que les grandes révolutions industrielles ont eu lieu dans le monde? On sait ce qu'on doit faire. La théorie, c'est bon. On sait comment passer à la prochaine étape du voyage de l'humanité. Mais quand on regarde l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un motif qui se répète. Les nouveaux paradigmes économiques arrivent lorsqu'il y a de nouveaux régimes d'énergie, parce que ces nouvelles énergies permettent de nouvelles civilisations complexes. Mais pour ça, il faut une nouvelle révolution de la communication qui peut gérer ces nouveaux régimes de l'énergie. Et on le voit répéter dans toute l'histoire. Il y a une fusion, une émergence de l'économie et de la production d'énergie. On a un changement de notre orientation temporelle, spatiale et notre prise de conscience. Prenez le 19e siècle.
une convergence de l'énergie de la communication pendant la première révolution industrielle. On est passé de l'impression manuelle à ce que nous connaissons maintenant. On pouvait produire, imprimer en masse, avec des transactions limitées. Mais alors, il a fallu, pour absorber tout ça, il nous a fallu une alphabétisation pour que les gens puissent lire et donc acheter. Et en France, on a eu l'école libre et obligatoire. Et puis, on a eu un système qui a permis de gérer une révolution industrielle qui a été favorisée par le charbon et la vapeur. 20e siècle, deuxième convergence, énergie et communication, l'électricité centralisée, et surtout le téléphone. Ensuite, la radio et la télévision sont devenus les moyens de communication très puissants pour pouvoir disperser la culture de l'automobile, du pétrole, une infrastructure des banlieues. Et il y a un groupe, tout le monde est au courant. Et dans les conseils d'administration, tout le monde fait partie de tous les autres conseils d'administration et maintenant, nous en sommes maintenant à une nouvelle convergence. Une troisième révolution industrielle commence. Elle arrive en Europe. Et très rapidement en Chine, elle arrive aussi. Mais je ne sais pas qui va réussir à gagner. C'est la Chine ou l'Europe. Une révolution de communication énorme. On sait que les PC et l'Internet est une grande révolution. Ce qui est intéressant de cette nouvelle révolution, c'est la manière dont elle est organisée. Et je sais que je suis probablement le plus âgé ici. Moi, j'ai travaillé avec les communications centralisées, du haut en bas, un pour beaucoup, la radio, la télévision, les magazines, les journaux, les livres. Et tout ça, cette révolution intéressante, Internet est très intéressante parce qu'elle est complètement organisée différemment. L'Internet est organisé pour distribuer, non pas centraliser. Et c'est collaboratif et non pas du haut en bas. Et c'est pair à pair et non pas intégré de façon verticale. Et c'est la clé dont on a besoin pour comprendre ce glissement, de ce changement de paradigme qui existe. Maintenant, un tiers de la race humaine a maintenant des téléphones portables qui leur sont offerts, des téléphones, des ordinateurs et envoient des textes, des photos, des films à la vitesse de la lumière, en pair à pair, de l'un à l'autre, à un coût proche de zéro. Et c'est extraordinaire. Un coût marginal proche de zéro. Mais ça, en fait, ça n'est qu'une partie de l'histoire, parce que cette révolution de communication si puissante, distribuée, collaborative, de pair à pair, de l'un à l'autre, est en train d'arriver au même niveau que l'énergie distribuée. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que des énergies réparties? On a le nucléaire, le pétrole et tout. Tout ça, c'est unique. On le trouve seulement dans quelques endroits. Vous ne l'avez pas chez vous dans votre jardin. Et il faut beaucoup d'investissements militaires pour y arriver, des gestions géopolitiques énormes et beaucoup de capital pour organiser ces énergies distribuées pour que ça passe du puits jusqu'à votre lampe. En 2006, on est arrivé au peak oil. À partir de là, eh bien, l'énergie va baisser. Et nous, on a assez d'énergie chez nous jusqu'à la fin des temps. On a le soleil, il est là. Il y a 45 minutes de soleil. Ça suffit pendant une année à faire tourner la planète. Et puis, il y a du vent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a 7 fois plus d'énergie que ce dont on a besoin. Et la biomasse, on a partout. Et ça peut être recyclé pour l'énergie et pour nos besoins. Dans les zones côtières, la marée, les courants sont là. Et ici, dans ce bâtiment, sous nos pieds, il y a
les restes du Soleil, c'est-à-dire une chaleur géothermique. Nous faisons partie du Soleil et cette chaleur géothermique est là pour nous le rappeler. On a assez d'énergie répartie sur chaque mètre carré de la planète pour nous donner assez d'énergie jusqu'à la fin des temps. Et l'Union européenne a fait un engagement pour une révolution de l'infrastructure et énergie. Ils vont changer le paradigme. Et nous allons changer ça. Ce plan, il a été accepté par le Parlement européen en juin 2007. Et ensuite, il est passé par la Commission européenne et par les États membres. Et l'Allemagne et le Danemark sont les piliers. Il faut tous qu'on les rattrape. Et je voudrais vous dire que la France, à mon avis, va être le prochain joueur. Il va y avoir dans les 24 mois à venir une ouverture énorme et ils vont se retrouver à côté de l'Allemagne. J'ai vu François Hollande, le président, il y a une semaine, et il a présenté son plan d'économie. 32 industries, je ne sais combien de milliards pour que tout le monde passe au 21e siècle, il a dit. Nous ne serons pas laissés pour compte lors de la troisième révolution industrielle. Et je vais rencontrer votre Premier ministre demain à Paris. J'aimerais dire au président Hollande, il est important d'investir dans cette nouvelle industrie. Mais s'ils ne sont pas liés à l'infrastructure et se raccordent au réseau, c'est inutile. Vous êtes dans une infrastructure de deuxième révolution industrielle avec vos énergies troisième révolution. Vous avez une technologie centralisée, une communication centralisée. Alors, vous n'aurez pas les plateformes nécessaires pour cette nouvelle industrialisation. Et j'ai dit à François Hollande qu'il ne faut pas qu'il reste de côté. Il faut qu'il soit impliqué. Et les industries qui vont être acceptées doivent jouer au plug and play pour s'impliquer dans les 5 piliers importants dont je vais parler maintenant. Premier pilier, 20% d'énergie renouvelable en 2020. C'est l'engagement de l'Union européenne. Tous les pays de l'Europe doivent y arriver. Ça veut dire qu'un tiers de l'énergie doit être verte. Deuxième pilier. Comment est-ce qu'on peut rassembler de l'énergie qui se trouve partout? On la rassemble partout, on la récupère partout. Donc, on construit, il y a 191 milliards de bâtiments en Europe, des étables, des bâtiments industriels, des bureaux. Eh bien, chaque bâtiment doit être rétrofité, réorganisé, rénové pour qu'on y installe une source d'énergie chaque fois, avec du solaire sur le plafond, le vent sur le côté, à partir du toit, la biomasse, tout ce qui est déchets domestiques transformés. Et donc, en France, Bouygues a créé le premier bâtiment d'énergie positive. C'est formidable. C'est extraordinaire pour la troisième industrie. Et c'est dans les banlieues de Paris, il y a tellement d'énergie verte du soleil que, en fait, il peut fournir de l'électricité au réseau. Et maintenant, tout le monde le fait dans le monde entier avec des matériaux préfabriqués. Et c'est un coût qui est lié à ce que l'on payait avant pour le dur. Une fois on sait le faire, c'est extraordinaire. On sait comment les PME ont pu changer l'infrastructure économique de l'Europe. Une analogie. Dans les années 70, il y avait ces gros ordinateurs qui coûtaient des millions de dollars. Et puis, Steve Jobs est arrivé à inventer l'ordinateur personnel avec d'autres. Maintenant, vous avez vos puces dans vos téléphones mobiles, vous avez Google, vous avez ces réseaux sociaux. Tout ça, vous le faites à un coût marginal. Et aujourd'hui, nous avons quelques centrales
centrales électriques. Dans le monde, il y a ces carburants fossiles, mais en Europe, surtout au Danemark, il y a des millions de petits acteurs qui produisent leur propre électricité verte. Et il y a des micro-usines maintenant, des micro-centrales électriques. En Allemagne, il y a 25% d'électricité verte. Et d'ici 2020, ça sera 35%. Ils ont converti des millions de bâtiments qui produisent maintenant de l'électricité verte. Et ça crée des milliers d'emplois, pratiquement autant d'emplois neufs pendant cette période ont été créés que les nouveaux emplois par le nouveau plan de François Hollande. Et ce que l'on sait, c'est que la technologie, en fait, ça va être vraiment très peu cher, tout comme vos puces dans les téléphones mobiles. En fait, il va y avoir des courbes exponentielles sur 20 ans. Si on reste sur cette courbe, comme pour les ordinateurs, ça coûtait $1 million à pratiquement maintenant $0, eh bien, les technologies pour les renouvelables vont suivre la même courbe que les ordinateurs, que ce soit l'énergie solaire, la biomasse, etc. Ça sera le même coût qu'un téléphone mobile maintenant. Voilà ce qu'il faut comprendre. En fait, le soleil est gratuit pour vous. L'air que vous respirez est gratuit. La géothermie, c'est gratuit. Il faut convertir cette énergie. Et on a mis l'infrastructure pour l'Internet et maintenant le coût est marginal pour produire une information. On va avoir exactement la même courbe exponentielle pour l'énergie, des énergies renouvelables. Ça va être pareil. Vous aurez vos propres petites centrales. Le coût pour récolter l'énergie sera un coût marginal. Si vous mettez un panneau solaire sur votre toit, d'accord, il faut rembourser l'investissement sur 7 à 10 ans, mais l'énergie réelle est pratiquement gratuite, que ce soit le soleil, que ce soit l'éolien, etc. Les carburants fossiles ne seront jamais concurrentiels par rapport à ces énergies renouvelables qui sont partout dans le monde entier gratuitement à un coût marginal zéro ou pratiquement zéro. Voilà, ça c'était le pilier 2. Pilier 3, tout ce qui est stockage. Évidemment, si par exemple on est la nuit, il n'y a pas le soleil, donc il va falloir pouvoir stocker tout cela. Il y a des énergies intermittentes qu'il va falloir pouvoir stocker. Et il va falloir avoir toutes ces technologies de stockage, que ce soit de l'air comprimé, que ce soit les batteries, etc. Il faut aussi regarder l'hydrogène comme stockage principal. C'est un élément de base de l'univers. Ça stocke l'électricité verte comme les médias, comme le numérique, et c'est marginal. Vous pouvez l'utiliser dans votre appartement ou bien aussi au niveau de l'EDF. On a investi beaucoup de millions d'euros en Europe. Ça, c'est le pilier numéro 3. Pilier numéro 4, c'est là la combinaison de la révolution d'Internet avec un système neurologique. On utilise l'Internet offshore et on transforme cette électricité en énergie Internet, une sorte de réseau, si vous voulez, intelligent. Et ça veut dire qu'on pourrait produire à notre petit niveau un petit montant de l'énergie électrique. On le stockerait. On n'a pas besoin forcément toujours de cette énergie verte. Vous pouvez programmer via une application cela pour pouvoir distribuer cette énergie. C'est comme vous faites exactement maintenant avec l'Internet. Donc, ce stockage, cette utilisation de l'hydrogène, tout ça, c'est important. Ça, c'était Deutsche Telekom teste avec succès tout un réseau de distribution de cette énergie comme cela. Et pilier 5, le transport, les logistiques, les piles combustibles aussi, tout ce qui est piles combustibles sur la base d'hydrogène pour les voitures. Vous pourrez mettre votre
véhicules, n'importe où il y a cette infrastructure, avoir cette électricité verte. En France, dans n'importe quel parking, vous aurez une prise, vous pourrez vous connecter à cela, ou bien quand votre voiture est là et vous êtes dans votre maison et l'ordinateur est en marche et va pouvoir suivre les prix de l'électricité, et si si le prix de l'électricité augmente sur le marché, vous pourrez en profiter. Donc tous ces 5 piliers sont des éléments, mais qui sont autonomes et qui n'ont pas vraiment de valeur en soi. Ce n'est qu'en reliant tous ces piliers que l'on pourra avoir cette véritable révolution industrielle numéro 3. Monsieur Hollande, ne faites pas la même erreur que Obama a faite. J'aime bien le président, il voulait avoir une économie verte. Il a dépensé des millions de dollars, mais il n'y a pas d'économie verte. Pourquoi? Parce qu'il a diviser les investissements, par exemple, dans un État, une centrale, une usine de production d'électricité, de voitures marchant à l'électricité, dans un autre État, un autre projet. Non, il faut pouvoir relier tous ces piliers pour tirer profit. Par exemple, dans l'Union européenne, on a eu beaucoup de succès sur le plan de l'énergie renouvelable. Il y a des millions de personnes qui produisent cela, mais il faut absolument avoir cette Internet énergétique ou d'énergie, c'est le pilier 4 là. Donc il faut avoir toute cette combinaison de piliers pour pouvoir réunir tous ces acteurs en même temps. Et il va falloir... Le pilier 1 a beaucoup bien marché. Il y a plein d'énergies renouvelables. Certaines régions ont des productions de 40% d'énergie renouvelable, mais on perd des kilowatts parce qu'on n'a pas le pilier 3, c'est-à-dire pas de stockage et donc pas de possibilité d'énergie distribuée. Nissan, Renault, avec un plan directeur, schéma directeur au Pas-de-Calais, et Daimler sont terrifiés parce qu'ils ont investi des milliers de dollars pour ces véhicules, et s'ils n'ont pas d'infrastructure pour justement recharger ces voitures, ils seront perdus. Ça, la deuxième révolution industrielle, vous devez avoir ces moteurs à combustion, mais vous devez avoir aussi tout ce qui est gazoduc et oléoduc, électricité centralisée, de manière à ce que Henry Ford puisse avoir des outils pour amener le travail aux ouvriers et avoir ces chaînes de production. Mais il faut aussi avoir les routes pour les voitures de Henry Ford. Et vous devez aussi avoir le téléphone dans les zones rurales pour créer de nouvelles banlieues. Donc il faut tout créer. C'est un changement systémique, c'est un maillage, c'est donner le pouvoir aux gens. C'est au niveau au sens figuré et réel des choses. La sociologie de ce monde a changé par toute cette information, par le biais d'Internet. Et là, des millions de personnes vont pouvoir produire leur propre énergie avec leurs petites applications informatiques. Ça va changer la politique, la géopolitique et la conscience du monde. Chacun est consommateur. Et maintenant, les gens pourront être producteurs. En Allemagne, ils ont fait beaucoup de chemin sur cette voie. Et les sociétés de musique, de production de musique, qui n'ont pas compris toute cette révolution, en souffrent évidemment. Maintenant, voyez, les jeunes, ces sociétés de production ont mis la clé sous la porte. Les sociétés d'édition n'ont pas forcément vu ce qui arrivait avec les coûts marginaux pratiquement zéro, avec toutes ces personnes qui publient les informations. Les journaux souffrent. On essaie de créer une nouvelle valeur dans ce monde de l'Internet. Et quand on commence à créer sa propre énergie et partager cela via des réseaux distribués mondiaux, eh bien là, c'est fantastique. Dans le secteur, en fait, quand on regarde ce qui va se passer dans les 20 à 30 prochaines années, tout tournera non pas autour du coût du travail, mais sur le coût de l'énergie. Tout tournera autour de l'énergie. Eh bien, Joe, est-ce que vous êtes encore là? Non? Bon, un petit secret. En fait, ce secret, personne ne veut en parler. C'est comme quand on met de l'eau sur la méchante sorcière.
quelle est la nature de la productivité en croissance? Avant, on disait qu'il fallait le capital avec des machines, c'est-à-dire qu'il faut plus de machines et il faut améliorer la performance des ouvriers. Mais quand Robert Solow a gagné le prix Nobel pour la croissance économique, il a dit « c'est un problème. Quand on regarde la productivité et la croissance dans toute la révolution industrielle, les capitaux investis en matériaux plus la productivité des ouvriers, ça représente 14 %. Et les 86 %, ils viennent d'où? Le reste. En fait, c'est le résidu Solow. Et le docteur Brodwitz, vous en connaissez les écrits, il a dit « ça, c'est une mesure de notre ignorance. Voilà comment on peut mesurer notre ignorance. » Et pourquoi est-ce que je parle de ça, de cette perte? On ne sait pas où c'est. C'est parce que maintenant, on sait où arrive la productivité. Regardez l'INSEAD, un professeur éméritus, un des nombreux économistes, ingénieurs qui ont étudié depuis 20 ans. Quand on prend un autre facteur qu'on rajoute, c'est l'efficacité thermodynamique du travail et on rajoute les appareils et les ouvriers. Ce sont les 86 % qui manquaient pour la productivité. Pourquoi est-ce qu'on ne le savait pas? C'est ésotérique. Je sais qu'ici, il y a des doctorats, de tous les chiffres que vous voulez, les diplômes. Pourquoi? C'est parce que dans les 1700 et quelques, l'économie étant une science, en fait, c'est que tous les économistes voulaient utiliser les métaphores de Newton. Adam Smith, il a utilisé pour la demande et l'offre et la demande. Et donc, voilà, on dit que l'offre, ça crée la demande, qui crée l'offre, qui crée la demande, etc. Bon, d'accord, je veux bien. On peut utiliser ces métaphores de Newton, mais ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est les scientifiques. Et voilà, ça, il faut que je le dise aux économistes qui sont dans cette salle. Et voilà pourquoi je ne comprends pas le monde dans lequel nous sommes. On l'a créé, mais on le détruit. En fait, c'est les lois de la thermodynamique qui s'appliquent à l'économie. La première et la deuxième loi, c'est l'énergie de l'univers est constant. On n'a jamais créé, on n'a jamais détruit. La deuxième loi, on ne peut pas la transformer. On peut, mais dans un sens, on peut uniquement transformer l'énergie d'utilisable à utiliser, de disponible à non disponible. Si vous faites brûler du charbon, l'énergie est toujours là. Mais tous ces gaz ne sont plus disponibles pour vous, pour travailler. Même avec le recyclage, il y a une perte. C'est l'entropie. Et donc, l'économie se fonde sur la thermodynamique. On prend une énergie disponible à faible entropie, un combustible fossile, par exemple, et on utilise ça et on les convertit. Chaque conversion, il y a un gain et une perte d'entropie. Et en fait, et après, tout revient à la nature et ils sont moins disponibles. Le PIB n'est pas une mesure de notre richesse, mais de notre dette envers la nature. Et on sait maintenant que les autres 86 % de la croissance de la productivité, c'est ceci. Et Henry Ford aurait pu vous le dire, chaque économiste et chaque architecte, vous l'avez tous étudié, cette loi de la thermodynamique, vous le savez. Et pourtant, aucune école de commerce ne l'enseigne. Chacun parle 2 langues. Henry Ford a compris. Il a dit, comment est-ce que vous avez trouvé la productivité? Il a dit, j'avais des outils électriques et j'ai donc donné le travail aux ouvriers et on a pu l'améliorer, ce travail et la productivité. Donc, c'est la thermodynamique. Et donc, qu'en est-il de la 3e révolution industrielle? Et c'est ça le cœur de ce que je veux dire. Et voilà ce que j'ai évoqué avec le Premier ministre et j'espère bientôt avec le président Hollande. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Donc, cette 3e révolution industrielle est un système intelligent, la première infrastructure intelligente. Tous les autres sont idiots. Ce système réfléchit, c'est un modèle réparti, distribué. Et si on reprend ces 5 piliers, on les répartit dans toutes les communautés en France. Ces 5 piliers relient tout à tout. Voilà, on reparle de l'Internet des objets. Et donc, on connecte tous les capteurs de ces 5 piliers
qui alimente cette base de données sur les ressources, sur comment tout fonctionne dans le système, dans la chaîne de valeur, sur tout ce qui se passe dans un bureau, dans une usine, un moment après l'autre, une seconde après l'autre. Combien de personnes, combien de produits dans des magasins pendant l'heure? Et qu'en est-il du prix de l'électricité maintenant et dans une heure? Et les conditions climatiques qui détermineront combien on utilisera d'air conditionné dans 3 heures. Et tout ceci est lié au système de recyclage aussi. Toutes ces données, c'est en open source. Tout le monde a accès à ceci. Et donc, chaque entreprise, chaque citoyen, chaque gouvernement peut utiliser ces données d'un instant après à l'autre et constamment, un moment après, pour permettre une analyse avancée et créer des algorithmes prédictifs qui nous permettent ensuite de programmer nos applications, petites, grandes entreprises, et on peut augmenter nos efficacités thermodynamiques, réduire nos utilisations d'énergie dans toute la chaîne de valeur et ainsi augmenter la productivité. Voilà, c'est ça. Soit ici en France, si vous voulez être présent dans la 3e révolution industrielle. J'étais hier soir en Chine et j'ai parlé avec le vice-premier qui est responsable de l'industrie. On a parlé avec tous ceux-là. Et eux, ils sont tous en train de voir comment ils pourront mettre en œuvre cette 3e révolution industrielle. Et la France, ici. La 2e révolution industrielle a commencé avec une efficacité à 3% en 1905 aux États-Unis. Et 24% d'efficacité au Japon dans les années 80. Et c'est pour ça que l'économie n'avance plus maintenant. On en est là, on n'arrive plus à tirer quoi que ce soit. La 3e révolution industrielle nous fera passer d'une efficacité de 14% à peut-être 60% avant que les ingénieurs de thermodynamique nous arrêtent. Mais la nouvelle productivité concerne moins d'énergie, de combustibles fossiles, des énergies renouvelables, éliminer le contenu de méthane et de CO2 et on espère ainsi aussi reprendre, enlever le dioxyde de soufre aussi et alors survivre au niveau de la planète. Regardez, au XXe siècle, on avait les communications centralisées, les entreprises centralisées verticalement, les énergies fossiles, etc. Et la France est très connue pour ses PME, PMI qui peuvent se rapprocher les unes des autres pour travailler horizontalement beaucoup plus efficacement. Prenez le 3D planning. Aux États-Unis, on comprend ce que c'est, en Allemagne aussi. Aux États-Unis, tout le monde est content de cette planification des 3D. L'imprimante en 3D, pardon, c'est l'imprimante en 3D. Mais personne ne va pouvoir l'utiliser aux États-Unis. En Allemagne, ils comprennent qu'il faut que l'impression 3D doit être intégrée dans une industrie qui la reçoit. Prenez une imprimante en 3D dans une PME avec des logiciels open source. Et le logiciel dit qu'il faut créer un produit physique avec des pièces qui bougent. On utilise du sel, du sable, du papier même, pour alimenter le bétail. Tout bouge. Et maintenant, le processus de production est tel en impression qu'ils sont en train de remonter l'impression petit à petit pour faire bouger toutes les pièces. Vous prenez quelque chose dans la nature, vous le coupez, vous le tronçonnez, vous en jetez une partie et ce qui reste, et vous l'utilisez pour créer un produit. Alors qu'une imprimante en 3D utilise 1/10 de ce dont a besoin pour faire ça. Et la fabrication centralisée ne peut pas être en concurrence avec ceci.
On peut utiliser alors cette imprimante à 3D à un coût marginalisé, avec une énergie à coût marginalisé, et puis vous mettez votre produit sur Internet à un coût marginalisé de 0, et alors vous vendez ça partout. Et en France, vous pouvez aussi vous déplacer avec vos véhicules verts en utilisant une énergie verte à un coût de production quasiment à 0. Mais il faut les infrastructures pour arriver à un plug and play. Vous savez que nous venons de terminer un schéma directeur pour le Nord-Pas-de-Calais pour l'énergie. C'est la plus ancienne région industrielle de l'Europe. Les différents présidents de la Chambre de commerce, de la région, etc., ont travaillé avec nous. Plus des chercheurs de la région ont travaillé avec des centaines de personnes qui travaillent avec nous dans le monde entier pendant 1 an. Et il y avait des ERDF étaient là. Michel Boulan, il était là pour représenter le réseau distributeur. Bouygues était avec nous, c'est la construction. Nissan Renault était avec nous pour le transport. Schneider était avec nous pour les applications efficaces, avec Rexol, et tous les autres étaient là. Ces entreprises ne sont pas celles qui vont être leaders de la révolution industrielle de demain, mais ils savent qu'ils doivent être présents sur les 2 tableaux, la 2e révolution industrielle et la 3e. Les entreprises intelligentes seront investies dans les fossiles anciens et dans les nouvelles énergies. Ils seront en train d'utiliser les anciennes technologies et les nouvelles, celles qui utilisent les schémas centralisés et d'autres répartis. La première révolution industrielle s'est terminée aux alentours des 1900 et maintenant on a entendu 2005 pour la 2e. Et la première et la 2e révolution industrielle ont vécu côte à côte pendant 40 années. Et en 1945, ceux qui avaient survécu ont pu passer à la 2e révolution industrielle. Maintenant, la 3e révolution industrielle arrive avec la Wi-Fi. La Wi-Fi était totalement improbable. Et quelqu'un a dit comment on peut utiliser des fréquences peu chères dans et pour ouvrir ouvrir son garage. Et après qu'il ait compris comment on pouvait ouvrir son garage avec ces systèmes de fréquences faibles, il a connecté d'autres maisons, etc. Et puis le Nord-Pas-de-Calais est en train de mettre en place maintenant son cœur de 3e révolution industrielle. Et comme le président de région a dit, on a su faire la 1re révolution industrielle, on a perdu la 2e, on va nous assurer, on sera leader pour la 3e révolution industrielle. Et quand ils ont créé, ou quand ils créeront ce cœur de la révolution industrielle, eh bien, ils créeront des emplois. Parce que dans chaque bâtiment de cette région, il faut rénover le bâtiment pour que les centrales de production d'énergie soient sur les toits. Il faut que des technologies de stockage soient partout. Et il faut que le 4e pilier soit introduit. Les transports et la logistique doivent être modifiés. C'est une zone côtière avec des ports. Eh bien, eux aussi, comme vous, là aussi, ils ont 40 ans pour le faire. Ils ont été très, très prospères entre 56 et 88. On a créé les autoroutes, les réseaux d'autoroutes. C'était une plateforme extraordinaire. Ensuite, on a créé, à partir des autoroutes, les centres commerciaux, les banlieues et les routes sur lesquelles on a mis toute notre marchandise. Et en 98, ça a été la fin. On a atteint le pic. Et maintenant, on a un rapport de 100 000 pages. Le 24 octobre, il va être publié. Ils vont dépenser beaucoup d'argent. Il y a tellement d'argent partout. Et il y a tellement de personnes qui ne savent pas dans quoi investir. Ils ont des bons du Trésor à 0 taux d'intérêt. Et donc maintenant, vous allez savoir, avec des modélisations, combien d'énergie vous utilisez ou n'utilisez pas. Et à partir de ça, vous pourrez modéliser la manière dont vous aurez votre investissement et votre retour sur investissement.
Je voudrais terminer en vous disant que ce plan, c'est du bon sens en fait. Il a été pris en compte par l'Union européenne. La Chine est en discussion à ce sujet. Les Nations unies en ont pris connaissance aussi. L'ONU dit également pour le développement industriel, parce qu'ils ont bien regardé cela. Il y a certains pays qui ont un atout parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure. Comme ça, ils peuvent commencer à zéro plutôt que de rénover comme dans les pays industrialisés. Et aussi en Afrique rurale, en Inde rurale, on voit des micro-distributions et des millions de personnes n'ont pas d'énergie alors qu'ils vont pouvoir, grâce à cette énergie distribuée, ils pourront avoir accès à cette électricité. Mais bon, ça pour l'instant, c'est un objectif. Mais un plan basé sur la technologie ne suffira pas pour atteindre cet objectif. Il faut avoir un changement de mentalité, un changement de conscience, une nouvelle histoire à vendre à l'espèce humaine pour cela, parce que sinon, on n'arrivera pas à temps. Et les révolutions économiques ont toujours changé les consciences. La révolution hydraulique en Mésopotamie, en Inde, en Chine, ça a éveillé les consciences. La première révolution industrielle nous a éveillé une conscience idéologique. Deuxième révolution industrielle, on est passé à une conscience psychologique. Ça dépend de la façon dont nous organisons notre espace temporel. Nous allons changer de conscience. Nous passons de la géopolitique à un cadre de référence biosphérique. En fait, il y a des interactions chimiques pour pouvoir maintenir cette stabilité. Je fais attention, je suis optimiste, mais avec prudence. Et dans l'ensemble du monde, il y a des écoliers qui rentrent à la maison et qui ont déjà cette conscience biosphérique. Et ils demandent à leurs parents pourquoi vous laissez la télévision allumée, vous perdez de l'électricité, vous gaspillez de l'électricité ou de l'eau parce que ce robinet est ouvert au lieu d'être fermé. Pourquoi avons-nous deux voitures? Ce sont les questions que posent les écoliers à leurs parents quand ils rentrent de l'école. Et Jacques Attali a parlé ce matin de la viande, de tout ce qui était le bœuf et de cette consommation de viande et du bien-être des animaux, etc. Personne ne parle de tout cela. Mais les enfants vous posent des questions. D'où vient ce bœuf? D'où vient ce meuble? Est-ce que ça vient d'une forêt vierge? Est-ce qu'ils ont dû détruire la forêt amazonienne pour avoir ce meuble, etc., etc. Et si les arbres ne sont plus là, ils ne peuvent pas absorber le CO2 et ça veut dire que la température va augmenter tout simplement parce que ma pièce de bœuf, mon morceau de bœuf dans mon assiette a dû, pour être produit, à consommer de l'énergie et donc des arbres, etc. Et ces enfants apprennent cette empreinte écologique. Nous, on ne l'a pas appris il y a 20 ans. Et ils apprennent le fait que tout ce que nous faisons a une interaction sur notre monde, sur nous. Donc, quoi que nous fassions, ça affecte les autres espèces, l'écosystème dans lequel nous vivons et les êtres humains. Et nous sommes vraiment au bord d'une migration psychologique. En Chine, les politiciens m'ont tous dit « Nous voulons construire une civilisation écologique ». Et ça, c'est une conversation complètement neuve que l'on a en Chine avec les politiciens. Une civilisation écologique, pas pour la Chine, mais pour le monde. Et ça, on en est au début. Et il faut donc considérer que nous faisons partie de la race humaine. Nous avons nos identités religieuses, etc. Mais il faut pouvoir se projeter en tant qu'une famille unique. Nos citoyens, les autres êtres humains ont le droit d'être là comme nous. Et il faut comprendre et croire
que le biosphère, c'est la communauté invisible qui nous permettra de survivre. Voilà ce qu'est une civilisation écologique. Et je crois que la France est positionnée de manière vraiment idéale pour rejoindre l'Allemagne. Il y aura une communauté d'affaires et d'ailleurs, on a vu le schéma directeur et les sociétés qui nous ont rejoints dans ce schéma directeur. Elle participe à toute cette réflexion et à cette future révolution. Le troisième pilier, vous avez des ingénieurs qui peuvent faire la technologie de stockage. Le pilier 4, personne n'est mieux équipé que la France pour comprendre ce qu'est la communication. Vous avez été des pionniers de la révolution de la communication. Et pilier 5, vous avez vraiment des secteurs du transport et de la logistique excellentes. Il faut maintenant une feuille de route pour la France et pour chaque région qui nous permette de passer de la deuxième révolution industrielle à la troisième révolution industrielle. Donc, j'ai dit, le président Hollande m'a dit, nous ne voulons pas être en dehors de cette troisième révolution industrielle. Et moi, je dis à Hollande, très bien, c'est parfait, mais pour cela, il faut la plateforme d'infrastructure parce que sinon, ça ne marchera pas. Ne faites pas l'erreur d'Obama. Si vous pouvez avoir les deux. Et si vous rejoignez à ce moment-là l'Allemagne, à ce moment-là, on aura cette Union européenne qui va décoller et on va avoir une infrastructure dans l'ensemble de l'Europe où les personnes partageront l'énergie distribuée à faible coût et on aura un marché continental de 500 millions dans l'Union européenne et avec des régions partenaires, encore 500 millions. Et ça va créer à ce moment-là vraiment une autre étape dans l'Union européenne avec un marché commun, avec une gouvernance des réseaux. Et mon espoir ici, avec tous les entrepreneurs présents dans la salle, c'est que c'est vraiment l'heure pour la France d'aller de l'avant. Je le sens, et toutes les réunions que j'ai avec les entrepreneurs, les petites et grandes entreprises, je le sens là, et on compte sur vous. On compte véritablement sur vous. Faisons que ça se réalise.